Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous allons commencer dans quelques minutes. Nous attendons encore quelques participants qui sont en train d'arriver sur la plateforme. Donc, quelques minutes de patience et nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Merci de votre présence. On va commencer dans quelques minutes. Donc, installez-vous confortablement, si je puis dire. Et pour les personnes qui viennent d'arriver, je vous demanderai juste peut-être de couper votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous attendons encore quelques personnes. De nouveau, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. J'ai le sentiment qu'on arrive à peu près au moment où on peut peut-être commencer. Je ne sais pas. Claire, je me tourne vers toi. Tu me donnes le top signal. David, I think we can begin, and Okay. if Tanemba just joins later, I'll just update her on what's happening. D'accord. Parfait. Bon. Eh bien, allez. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour me présenter, donc je suis David Cordobès, je suis responsable du programme jeunesse du Centre du commerce international. Donc je suis actuellement à Genève avec tous mes collègues de l'équipe. Et je souhaitais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre d'une série sur l'entrepreneuriat jeune. Et c'est un webinaire qui est doublement particulier parce que, premièrement, ça fait partie d'un des premiers qu'on organise en français. Donc, c'est une bonne chose. Une langue avec laquelle je suis un peu plus à l'aise qu'avec l'anglais, d'ailleurs. Et aussi parce qu'il a la particularité de s'adresser tout particulièrement aux jeunes femmes entrepreneurs et aussi avec des investisseuses africaines. Alors, j'ai vérifié dans le dictionnaire, on dit bien investisseuses. Donc, ça existe et je suis très ravi de les avoir parmi nous dans ce webinaire. Donc, comme je le disais, ce webinaire est organisé par le Centre du commerce international
ou ITC dans son acronyme anglais. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une agence conjointe de l'Organisation mondiale du commerce et des Nations unies. Et je dirais que notre mandat est très simple, c'est le fait que le secteur privé se développe dans les pays en développement, le commerce international, est bien évidemment très aligné avec les objectifs de développement durable. Donc, nous sommes une agence qui est basée à Genève, mais qui opère dans de nombreux pays en développement avec des bureaux un petit peu partout dans le monde selon les projets que nous avons. Et d'ailleurs, si nous avons des collègues de certains bureaux dans certains pays où nous opérons, je profite pour les saluer. Donc, avant de nous lancer dans cette conversation avec nos invités, je vais faire très bref pour cette introduction, mais j'aimerais aussi partager quelques éléments qui expliquent ce webinaire d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, on souhaiterait évidemment avoir les personnes en vrai, si je puis dire, physiquement. Mais bon, les contraintes actuelles nous obligent à pouvoir aller de l'avant avec ce type d'organisation qui aussi a son côté positif. Ça permet d'avoir toujours plus de personnes et d'un peu partout avec nous. Mais c'est surtout que pendant ces derniers mois, le programme jeunesse a la chance de pouvoir aussi compter sur une plateforme qui est la YE Community, qui est une plateforme de jeunes entrepreneurs que nous gérons ici au Centre du commerce international. Donc, je vais demander à mes collègues de vous mettre l'adresse sur le chat. Et j'invite tous les jeunes entrepreneurs à s'y enregistrer. Mais on a pris un peu le pouls au travers de ces jeunes entrepreneurs de voir comment ils vivaient les choses pendant cette période un peu bizarre ces derniers mois et surtout quels étaient les besoins et les requêtes qu'ils avaient à formuler. Donc, cette période nous a permis de prendre le pouls des choses. Et bien sûr, l'accès au financement est quelque chose qui revient très, très souvent. Mais de façon un peu plus fine, ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y avait des requêtes sur la nécessité de comprendre un peu mieux ce que pouvaient attendre des investisseurs, quelles étaient leurs attentes, quels étaient, je dirais, leurs souhaits de voir face à eux quel type d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs aussi. Et pour ça, on s'est dit que ce serait intéressant de voir dans quelle mesure on pouvait faire en sorte que les deux se rejoignent dans un webinaire. Donc, d'un côté, les jeunes entrepreneurs et de l'autre, les investisseurs. Et puis, on s'est dit on va pousser les choses un peu plus loin parce qu'on a aussi des partenaires dans la maison et à l'extérieur. Donc, on est très heureux de pouvoir compter sur l'appui du programme des femmes entrepreneurs de l'ITC qui s'appelle She Trades, qui nous a appuyé aussi pour l'organisation de cet événement. Donc, on a fait ce partenariat pour avoir des jeunes femmes entrepreneurs aussi sollicitées pour ce webinaire et aussi avec ABAN, qui est donc le Business Angels Network of Africa. Donc, ABAN qui est vraiment ce réseau de Business Angels en Afrique et qui est partenaire aussi dans le cadre de ce webinaire. Donc, qui a pu solliciter des investisseuses. Donc, on est très content de pouvoir compter sur cet écosystème de partenaires et d'organiser ça dans le cadre de ce webinaire aujourd'hui. Alors, je vais vite finir mon monologue, surtout cette introduction, en vous présentant tout d'abord nos modératrices qui vont intervenir tout au long de ce webinaire. Alors, premièrement, je suis très heureux de vous présenter Fanta Diaby, qui est la fondatrice de Together. J'espère que j'ai bien prononcé, et qui est un hub de coworking et de soutien entrepreneurial en Guinée. Merci Fanta de jouer ce rôle de modératrice. Aujourd'hui, j'en profite aussi pour dire que Fanta est aussi ambassadrice de la communauté Yé en Guinée et très connectée avec un très beau projet que nous avons en Guinée qui s'appelle Integra, qui fait par l'Union européenne. Je vois que des collègues d'Integra sont en ligne, notamment Aïssatou Diallo, qui est ma chère collègue du Bureau pour l'Afrique, que je salue. Et nous avons aussi comme co-modératrice Florence Ezan, donc, qui est depuis 2017 fondatrice et CEO, directrice exécutive en bon français, de AGF Entreprise, qui est spécialisée dans la production et la fabrication de produits cosmétiques naturels
Florence, qui nous vient de Côte d'Ivoire. C'est bien ça, Florence, hein, je ne me trompe pas. D'accord. Côte d'Ivoire, aussi, on a beaucoup d'activités avec le Bureau pour l'Afrique de l'ITC. Alors, donc, juste avant de leur céder la parole et de vous retrouver en fin de webinaire, quelques règles de webinaire. Je pense que vous les avez toutes entendues pendant ces derniers mois, mais je les répète à toutes fins utiles. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de couper votre micro. Ça évite les distorsions parfois avec le dialogue qui sera établi pendant ce webinaire. Et puis, surtout, n'hésitez pas à utiliser beaucoup la fonction du chat qui vous permet de poster vos questions. Certaines questions ont déjà été envoyées par certains participants avant de venir à ce webinaire. N'hésitez pas aussi à formuler certaines questions dans le cadre du chat. Nos chères co-modératrices se feront une joie de s'en faire l'écho dans les débats qui vont suivre dès maintenant. Donc, aussi, vous pouvez applaudir, des coups de pouce, etc. Enfin, il y a plein de fonctionnalités sur cette plateforme, donc n'hésitez pas à les utiliser, mais s'il vous plaît, gardez vos micros éteints pour la fluidité des débats. Voilà. Donc, nous serons enregistrés. C'est aussi en live sur Facebook et tout sera partagé après le webinaire, évidemment. Voilà. J'arrête là. J'ai beaucoup parlé et maintenant, je laisse la parole à nos chères co-modératrices Fanta et Florence. C'est à vous. Merci beaucoup David pour la petite présentation. Qualifiés de champions du monde entrepreneurial, les entrepreneurs africains sont de nombreux obstacles qui se dressent sur leur chemin. D'après la dernière étude sur le sujet par le cabinet Roland Berger pour Women in Africa, près de 24% des Africaines en âge d'exercer un emploi sont impliquées dans la création d'entreprises. C'est bien plus que partout ailleurs. Et l'entrepreneuriat milliard de dollars américains, soit environ 12. Malgré cette réelle dynamique constatée dans les chiffres, sur le terrain, la situation est plus complexe pour ces dames, surtout depuis l'arrivée de la pandémie dans le monde. Comment sauver l'entrepreneuriat féminin en Afrique? Par l'investissement. Nous nous intéressons ce soir à cette problématique dans ce deuxième épisode de Entrepreneuriat Jeune, proposé par Youth on Trade d'ITC, appelé Centre de commerce international pour les francophones, en partenariat avec ABAN, l'Africain, que c'est le tout premier numéro en français. Et nous recevrons pour vous ce soir, dans ce webinaire, de charmantes invités qui vont nous parler de la connexion des femmes entrepreneurs africaines aux investisseuses et investisseurs. Elles sont africaines, elles sont des femmes, elles sont entrepreneurs, elles sont investisseuses. Bienvenue mesdames Anna, Maji et Tenemba. Nos invités ont chacune un parcours super remarquable et sont venus pour répondre à vos questions. Je laisse Florence qui va venir vous faire découvrir le programme. Merci. Florence, à toi. Bonsoir tout le monde. Alors, on va aller directement. On a comme invité Anna, Maji et Tenemba. Donc, elles vont nous dire exactement, elles vont se présenter et elles vont nous dire également quelle est la différence entre elles et les autres investisseurs. Comment est-ce que pendant cette pandémie, elles ont pu impacter pendant cette période de coronavirus. Alors, la parole est adressée à Anna, à Maji et ensuite à Tenemba. Oui, bonsoir à tous, bon après-midi à toutes. Merci de me recevoir aujourd'hui. Je m'appelle Anna Subayi, je suis investisseur professionnelle en Afrique, continent sur lequel j'investis depuis 7 ans maintenant. Je suis directrice d'investissement dans un grand fonds spécialisé dans les investissements de private equity, qui est une histoire intéressante qui m'a permis d'investir et de voyager partout sur le continent, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, de l'Est et Afrique australe. Mais la partie la plus intéressante
l'ensemble de mon histoire est la suivante. Il y a 2-3 ans, j'ai commencé à être de plus en plus frustrée par le manque de diversité que j'observais dans les équipes dirigeantes de grandes sociétés qui sont la cible d'investissement private equity. Donc, manque de diversité, évidemment, voilà, manque de femmes, diversité de nationalité, de couleur, de religion. Et donc, dans ma capacité personnelle, j'ai décidé de devenir investisseur ange, business angel ou angel investor, comme nos amis anglophones le diraient, et d'investir mon propre argent pour soutenir des entrepreneurs et des entrepreneuses en Afrique subsaharienne. Dans le cadre de ce voyage que j'ai commencé il y a 2-3 ans, j'ai formé un groupe d'Azle Angels dans lequel je suis associée, qui est le premier fonds ange dirigé par des femmes, qui investit dans des startups dirigées également par des femmes en Afrique du Sud. Et en outre, j'investis de manière régulière dans des startups dans l'Afrique subsaharienne. Donc pour moi, c'est important de souligner 2 choses. Je suis passionnée d'entrepreneuriat féminin. Je suis aussi passionnée par l'Afrique francophone. Je suis basée au Cap actuellement et j'ai effectué toute ma carrière dans des pays anglophones, notamment à Londres également. Mais je suis congolaise de sang, d'origine et même maintenant. Et je pense que un de mes chevaux de bataille est vraiment de m'assurer de diminuer la différence de niveau d'accès aux ressources et au capital humain entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Donc, merci de me recevoir ce soir. Eh bien, je plonge tout de suite après. Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Maggie Sok. Je suis associée à Dalberg Advisors, qui est un cabinet de stratégie basé à Dakar. On appuie pas mal l'écosystème entrepreneurial comme on peut, que ce soit la délégation à l'entrepreneuriat rapide, qui est une initiative du gouvernement pour booster l'entrepreneuriat au Sénégal, ou comment lancer la Startup Act. Il y a à peu près 7 ans, dans tous les travaux qu'on faisait dans ce sens, mais pareil, hein, tout commence parfois comme Anna avec une frustration. Alors moi, c'était plutôt, on était émerveillés par tout ce que la microfinance faisait, mais quand une femme voulait aller au-delà des plus petits montants qu'offre la microfinance, les options étaient très limitées. Donc c'est comme ça qu'avec 3 autres femmes, on a commencé à discuter et on a décidé de lancer le Women's Investment Club, qui aujourd'hui a plus de 85 membres femmes qui cotisent, mettent leurs fonds à la disposition du fonds qui a été structuré et lancé l'année dernière, qui s'appelle WIC Capital, et qui est aujourd'hui un fonds parfaitement structuré avec WIC Gestion dirigée par Evelyne Dior, qui en est la directrice exécutive, avec le WIC Capital, qui est le fonds en tant que tel qui investit dans les entreprises dirigées, fondées par des femmes. Et on est en plein dans le pilotage de tester WIC Academy, parce qu'on s'est rendu compte que l'appui technique était tout aussi important et parfois même plus que le financement. Donc voilà, je participe beaucoup à l'écosystème entrepreneurial au Sénégal, comme je peux, c'est une passion. Mais aussi, on est très fiers que WIC Côte d'Ivoire ait été mis en place. Et aujourd'hui, d'autres pays de la sous-région et même en dehors de l'Afrique francophone sont intéressés par le modèle qu'on a construit et aimeraient le lancer dans leur pays. Donc voilà, au plaisir des discussions et de bien échanger avec tout le monde. Ok. Est-ce que Teneba peut elle aussi se présenter? Est-ce que Teneba est là? Non, elle va connecter maintenant. Juste continuer. Quand elle est là, tu me dis. D'accord. Ok. Dans ce cas, est-ce que Anna peut me dire, pendant cette période, on a pratiquement traversé 3 mois des difficultés pour des jeunes femmes entrepreneurs. Juste savoir comment est-ce que, au niveau de Anna, votre organisation a pu investir dans cette période-ci? Alors, il y a 2 choses que je voudrais souligner de ce point de vue. Donc, bien entendu, aujourd'hui, le public inclut essentiellement les femmes entrepreneurs, mais je pense que
Ce n'est pas la manière dont elles devraient se positionner sur le marché. Vous devez vous positionner comme entrepreneur et entrepreneuse qui est en train de bâtir des entreprises ou des startups solides avec des produits ou des services innovants. Il faut éviter de se mettre dans la case je suis une femme et il y a plein de défis et de problématiques que je vais rencontrer. Donc, c'est aussi un état d'esprit qu'il faut essayer de changer, indépendamment des obstacles réels qu'on peut rencontrer du fait de notre sexe. Le deuxième point important qu'on a observé sur le marché, en ligne avec ma propre politique d'investissement, les investisseurs ont continué à investir même pendant cette période de crise économique, ce qui est toujours le cas si vous regardez toute l'histoire de l'humanité. Il y a des crises économiques de manière cyclique et dans ce cas-là, les investisseurs continuent à investir. Tout simplement, les thèmes d'investissement porteurs vont changer et je pense que de ce point de vue-là, les investisseurs se concentrent plus sur les sociétés qui vendent des produits nécessaires, que ce soit dans l'industrie, par exemple, de la santé, dans l'industrie de l'éducation, en donnant des cours en ligne, par exemple, aux étudiants de tout niveau, puisque dans beaucoup de pays en Afrique subsaharienne, il y avait des restrictions physiques quant au mouvement de personnes. Il y a beaucoup de sociétés qui opèrent dans le secteur des télécommunications qui sont devenues indispensables et cruciales au bon déroulement de l'économie, qui ont même été mises en avant par différents gouvernements partout sur notre continent. Donc, évidemment, si vous êtes une entrepreneuse qui opère dans ces secteurs-là, vous trouverez toujours des investisseurs qui seront prêts à regarder votre opportunité dans ce cadre-là. Pour ma part, il y a un autre secteur qui, je pense, est toujours défensif, comme on dira dans le langage investisseur, et donc un type de secteur qui connaît très peu de récession et très peu de crise, c'est le secteur agricole, mais de manière un peu plus, comment dirais-je, de manière sophistiquée. Donc, les solutions de e-commerce, de livraison en ligne ont été très demandées et tendances dans beaucoup de pays en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique du Sud. Et pour ma part, j'ai investi en Afrique du Sud dans une société agritech qui est spécialisée dans l'analyse de données appliquées au secteur agricole, donc fournissant aux fermiers et aux grandes entreprises agricoles donc des équipements et des logiciels qui leur permettent de déterminer la santé de leurs animaux, la qualité de leur production de blé, etc. Et donc, ce sont des outils innovants qui restent pertinents même en période de crise. D'accord. Fanta, tu peux prendre la main? Oui, merci beaucoup Anna pour la réponse. Donc, elle a déjà répondu à la question que je voulais poser. Là, je vais passer à Madji. Madji, vous qui avez un club d'investissement, aujourd'hui, Je crois que nous avons perdu Fanta. Différencie des banques. Fanta, est-ce que c'est possible de répéter la question parce qu'on a été interrompu? Vous me recevez? C'est bon? Oui, bien mieux, merci. D'accord. Je posais la question à Madji, à savoir, elle qui a aujourd'hui un club de crise. Ah, nous t'avons perdu de nouveau, je suis vraiment désolé. Je pense que j'ai compris la question. On a perdu un peu effectivement. Qu'est-ce qui nous différencie des banques? C'est bien ça, par exemple, ou des institutions traditionnelles? Oui, donc déjà, nous sommes un réseau de femmes. Donc, comme je dis, il y a plus de presque 90 maintenant membres qui sont des femmes aguerries dans leur secteur, que ce soit des femmes entrepreneurs, des femmes qui ont fait différentes administrations, qui ont joué un rôle au sein des institutions partenaires au développement. Donc, et certaines d'ailleurs dans des institutions financières traditionnelles qui sont membres. Et pour beaucoup qui comprennent très bien leur secteur et donc peuvent servir de mentors, de coach, peuvent appuyer nos efforts nos efforts avant d'investir, la due diligence pour confirmer que les modèles proposés par celles qui recherchent un financement tiennent la route et aider à corriger, ajuster. Donc, on a toute cette expertise qui est mise à profit pour les femmes qui s'intéressent au WIC et qui souhaiteraient bénéficier d'un investissement. Et donc, parfois, l'accompagnement qu'on apporte est même beaucoup plus, comment
dire, beaucoup plus soutenues, je vais dire, parce que certaines ne bénéficient pas nécessairement d'un financement, mais apprécient beaucoup le fait de pouvoir être coachées, recevoir des conseils et affiner leur plan stratégique, leur business model, etc., en attendant d'être investment ready, comme on dit, qui est une des difficultés d'ailleurs qu'on a. Donc, d'appuyer, d'être accompagné dans ce sens-là. L'autre, c'est que pour nous, notre objectif, c'est vraiment de la finance inclusive. On voit tout cela dans deux sens. Un, celles qui reçoivent le financement ou l'appui technique, mais aussi comment est-ce que les femmes peuvent être moins timides et se sentir mieux équipées pour investir. On a beaucoup de femmes qui ont des ressources, veulent appuyer, veulent s'investir sur le marché financier, que ce soit à travers des investissements ou à la bourse ou autre, mais qui hésitent parfois un peu. Donc, comment est-ce qu'on peut outiller les femmes pour être plus à l'aise et se dire, je peux investir, je sais comment investir et je le fais en groupe. Et je pense pour nous aussi, c'est rester dans l'esprit de solidarité ou comment dire, on connaît toutes les tontines. Donc, quand on explique le WIC aux femmes sénégalaises, par exemple, on comprend toutes les tontines. Quel que soit le milieu socio-économique, quelle que soit la profession, c'est très rare de rencontrer une femme ouest-africaine ou d'Afrique francophone qui ne fait pas partie d'une tontine. Donc, on dit, on cotise pour investir, mais il y a un retour sur investissement qui est attendu. On s'y retrouve. On s'y retrouve donc cet esprit de solidarité, de comment s'entraider, comment travailler avec les jeunes qui arrivent aussi. Donc, voilà un peu comment je pense qu'on est différents, tout en appréciant ce que les institutions financières traditionnelles font. Merci beaucoup, Madji. Je pense qu'il y a beaucoup de questions pour vous. Vous allez les répondre après. Il y a Tenemba qui vient de nous rejoindre, je pense. Je vais laisser Florence présenter Tenemba. Florence? Tenemba, sois la bienvenue. Okay, merci. Désolée de ce petit retard dû à la technique, je pense, ou la technologie. Okay. D'accord. Donc, sans plus tarder, vous allez vous présenter. Alors, moi, je m'appelle Tenemba Anna Samake. Pour le bien de tout le monde, on va m'appeler Tenemba sur ce panel. J'ai écouté un peu depuis que j'ai rejoint. Je dirais que moi, je suis une combinaison des trois choses, des trois profils dont ont besoin les entrepreneurs. Par profession, je suis, comment dirais-je, business developer, donc soutien aux entrepreneurs, que ce soit coaching, mentoring, formation. Professionnellement, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais deuxièmement, moi, je suis également entrepreneur. Donc, la perspective de l'entrepreneur par rapport à un certain nombre de défis, je le connais personnellement. Et je suis également investisseur, comme Madji, je suis angel. Personnellement, j'ai investi dans plusieurs entreprises et nous avons un groupe de business angels ici au Ghana, Lady Angel Network. Donc, de cette unique perspective est né le modèle de MBC Africa, qui est mon entreprise de conseil aux entreprises. Et MBC Africa fonctionne en fait comme une plateforme autour de laquelle nous proposons tous les services ou les services de base dont ont besoin les entreprises pour démarrer ou pour grandir. Donc, c'est le développement d'affaires, comment, par exemple, identifier les membres d'une première équipe quand on vient de démarrer son entreprise. On n'a pas d'argent, trouver des moyens innovants pour avoir une équipe, mais c'est aussi avoir accès à la technologie ou à l'innovation nécessaire pour améliorer les opérations. Et troisièmement, nous amenons l'intelligence économique. Comment effectivement identifier son marché, le segmenter et garder les yeux, parce que nous sommes dans un environnement très mouvant, comment être sûr qu'on est en phase avec ce marché qui est sûrement mouvant. Et en dernière position, l'accès aux finances, les ressources financières. Et là, pour cela, nous avons une plateforme AfricSeed autour de laquelle il y a plusieurs
plusieurs types d'investisseurs, de l'institution de microfinance, la banque, le impact investor et même les investment banking et le private equity. Donc, nous avons un large éventail d'outils de financement pour nos entreprises. Et je crois, pour terminer rapidement, la conversation entre les entreprises, les entrepreneurs et les systèmes de financement, quels qu'ils soient, il y a un très grand malentendu. Et je crois que Madji a touché un peu quand elle parle de investment ready. Êtes-vous vraiment prêts? Êtes-vous vraiment prêtes, mesdames, à recevoir de l'argent? Et quand on regarde les entreprises, quand elles nous arrivent, la plupart du temps, le problème numéro 1 n'est pas l'argent. Le problème numéro 1, la plupart du temps, c'est le marché, leur capacité à le définir et à dire à l'investisseur comment ils vont faire de l'argent. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je suis sûre qu'il y aura des questions après auxquelles nous pourrons répondre, mes collègues. Ça, c'est sûr, Tenimba. Moi, c'est fantastique, j'ai désactivé ma vidéo parce que j'ai un problème de connexion. Donc, je vais aller sans vidéo pour les questions. Pareil pour moi. C'est pour ça que je n'ai pas mis la vidéo. D'accord. Ok, Tenimba, pour vous, pardon. D'après le Financial Afrique, la BAD prévoit une baisse substantielle du PIB du continent qui passerait de 3,2 à 1,8 points de croissance, ce qui est une conséquence directe de la pandémie. Donc, économiquement, ça chauffe pour le continent. Dites-nous comment se passe la levée de fonds actuellement pour les clients que vous accompagnez. Alors, je voudrais juste rebondir un petit peu sur ça. Je pense que si, en tant qu'Africain, on écoutait tout le temps les prédictions économiques et politiques toujours négatives et obscures de la part de la Banque mondiale ou des autres institutions occidentales voilà, donc je pense qu'on peut mettre ça de côté un petit peu et on sait que beaucoup de ces chiffres ne sont pas nécessairement le reflet de la réalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai partagé mon expérience d'investisseur et là, plus au niveau du private equity, donc des transactions en général au-dessus de 10 millions de dollars. Mais je peux vous assurer qu'il y a des pays qui ont traversé des crises monétaires, de dévaluation de monnaie politique complètement extrêmes. Mais ce sont des pays dans lesquels on a investi au cours des 10 dernières années. Et ce sont des pays qui nous ont quand même rapporté les rendements les plus importants dans notre portefeuille. De ce point de vue-là, je vais citer l'Égypte par exemple. Donc, il y a deux approches à avoir quand il s'agit d'un investissement. On peut regarder rapidement les données macroéconomiques d'un pays pour savoir un petit peu où est-ce que le pays va, mais ce n'est pas le signe nécessaire que la société dans laquelle vous allez investir au sein de ce pays va ne pas avoir de croissance ou ne va pas nécessairement très bien performer. Au contraire, on trouve de belles sociétés, même dans les pays les plus problématiques. Merci beaucoup, Anna. Je pense que c'est rassurant pour nos jeunes entrepreneurs qui sont là. Pour Tenimba, ça se passe comment la levée de fonds aujourd'hui pour les PME que vous accompagnez? Mais je pense que Anna a tout à fait raison. Il faut regarder nos économies État par État et se mettre. Mais quel que soit le pays africain aujourd'hui, je ramène toujours mon tabouret à 3 pieds. Il y a 3, elle rigole déjà. Donc, il y a 3, les 3 pieds, c'est épanouissement, l'éducation, l'alimentation et la santé. Et tout est lié à ça. Mais quel que soit après le secteur ou le sous-secteur que vous prenez, que ce soit l'infrastructure, l'énergie, il y a une grande chance que ce soit lié à ces 3 pieds-là. Donc, aujourd'hui, quiconque investit dans ces 3 domaines ne se trompera pas. Mais il y a une nouvelle manière peut-être de regarder l'investissement. Et ça, à cause de Covid-19, les contacts sont de plus en plus difficiles. Donc, il y a beaucoup de nos entreprises qui ont changé leur business model et qui ont amené la technologie pour rester dans la compétition. Et ça, ce n'est pas possible pour toutes les entreprises. Pendant le Covid, j'ai investi dans au moins 2 entreprises. La première, c'est une entreprise d'analyse de données, ce qui est fondamental pour nos pays. Comment avoir des données efficaces, parce que les données, comme elle a dit, Anna, de la Banque mondiale, il faut prendre parfois avec des pincettes. Et la seconde entreprise, c'est une entreprise qui fait les livraisons et qui a combiné livraison avec un outil d'information,
un système d'information et de gestion pour les petites boutiques ici à Accra. Donc, aujourd'hui, la petite boutique a un outil qui lui permet de bien gérer son inventaire, etc., etc. Mais en plus, a la possibilité de faire livrer à ses clients à partir d'une même plateforme. Et les ventes ont été multipliées par 10, 15. Avant Covid et après Covid, totalement différent. Donc, en fonction de où vous êtes, dans le pays où vous êtes, parce que ce n'est pas possible de faire la même chose au Mali, parce qu'on n'a pas cette culture de livraison, par exemple. Moi, je pense que la santé, l'éducation, ils appellent ça e-education, éducation digitale, tech, tout ce qui est digitalisé. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'investisseurs vont regarder ça. Mais nous investissons toujours dans l'agriculture primaire. Allô, Tenemba? Alors, comme nous avons perdu Tenemba pour le moment, je veux bien reprendre certains points qu'elle était en train d'illustrer. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, pour faciliter votre levée de fonds, il est important d'avoir un produit ou un service qui fonctionne, qui commence à générer du chiffre d'affaires, parce qu'en période de crise économique, il est vrai que les investisseurs sont beaucoup plus conservateurs dans leur politique d'allocation de capital et vont effectivement faire des due diligence plus poussées et vous demander réellement est-ce que vous avez des clients payants, est-ce que vous avez une visibilité sur le nombre de clients dont vous avez besoin pour que votre société soit rentable. Donc, il y a un élément de tangibilité dans votre entreprise qui doit être beaucoup plus présent qu'à une époque où voilà, les investisseurs vont avoir beaucoup d'argent à dépenser et vont être moins regardants sur ce type de données financières. Je pense aussi que pour faciliter votre levée de fonds en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, vous devez être un peu plus créatif et ouvert par rapport aux termes. Donc, juste pour vous donner un exemple, je sais que beaucoup d'investisseurs anges maintenant ont tendance à utiliser un mécanisme d'investissement qu'on va appeler stage en anglais, où par exemple, l'investisseur va vous dire très bien, je vais investir 20 000, 30 000 euros dans votre société, mais je vais d'abord investir 10 000 euros aujourd'hui et 6 mois plus tard, si vous avez rempli certains objectifs de performance ou voilà, de développement, j'investirai le reste du capital. Et donc, je pense que vous, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, vous devez rester ouvert à ce type de financement et d'outils. Merci beaucoup, Anna, pour cette précision. Florence, on va continuer avec Madji. Florence, tu es sur mute. Tu es sur mute. Florence, il faudrait que tu ouvres ton micro, s'il te plaît. Désolée, désolée. Alors, je n'ai pas fait attention. Je disais que j'espère que Tenemba va nous rejoindre parce qu'apparemment, elle a un souci avec la connexion. Et ma question va s'adresser à Madji et à Anna. Avec la COVID, avez-vous porté une attention particulière dans vos différents processus d'évaluation à la capacité des entreprises à résister à la crise? Parce qu'il faut savoir qu'on vit actuellement les conséquences et par certains endroits, la COVID n'est pas totalement éradiquée. Donc, quelle est la capacité? Comment est-ce que vous arrivez à faire de sorte que votre processus d'évaluation permet de voir si on peut résister à des crises, une crise pareille comme le coronavirus? Alors, très clairement, enfin, deux éléments ici. Tout le monde se focalise sur le Covid, au final, en particulier si on regarde notre continent, le nombre de morts ou de malades est marginal. Et c'est vrai que parfois, on aimerait que nos gouvernements se mobilisent avec autant d'enthousiasme pour endiguer les maladies endémiques comme la tuberculose, la malaria, sida et autres, qui littéralement tuent des millions de personnes, notamment d'enfants, tous les ans. Mais bon, c'est un autre sujet, comme on dit. Mais je pense que pour notre sous-continent, la réelle problématique Covid, est plus liée au cadre réglementaire très défavorable qui a été mis en place avec fermeture de frontières, restrictions physiques et donc moins de mouvements au niveau des personnes, des biens, des services et des capitaux. Et donc, de ce point de vue-là,
oui, les due diligence sont adaptés dans le sens, comme je vous l'ai dit, où les investisseurs sont plus conservateurs. Donc, je pense que même au niveau des états financiers, de la vérification des crédits, comment dit-on en français, de la solvabilité des entrepreneurs, voilà, il y a des démarches et des recherches beaucoup plus importantes à faire. Et c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, c'est quand même une période d'investissement qui est plus difficile puisqu'on a moins de visibilité sur les revenus et les performances opérationnelles réelles des sociétés, puisqu'évidemment, quand même, la plupart des sociétés, à moins d'être vraiment sur un secteur porteur, comme, je ne sais pas, voilà, la vente en ligne, vraiment, vos ventes ont explosé de 300-400% depuis mars. Je pense quand même que c'est vrai que la majorité des sociétés a vu probablement une baisse d'activité. Et donc, du coup, c'est difficile pour un investisseur de se dire, bon, est-ce que cette baisse d'activité est juste ponctuelle et liée à la crise? Et donc, à partir de septembre-octobre, je vais voir une remontée dans les chiffres. Est-ce que, voilà, c'est un petit peu difficile pour nous d'apprécier cet élément-là. Il faut savoir aussi qu'en tant qu'investisseur, nous utilisons des méthodes de valorisation assez spécifiques. Et donc, on compare voilà, les valorisations sur le continent à ce qu'on voit dans le monde. Et c'est vrai que partout dans le monde, les valorisations ont chuté et sont très volatiles. Donc, du coup, c'est difficile de se représenter exactement quelle est la valeur d'une société dans le moment précis. Et voilà. Mais donc, c'est bien pour ça que pour aider les entrepreneurs, je leur dis essayer de montrer voilà, des produits tangibles, des avancements tangibles et surtout, l'autre point, apporter des solutions qui sont, comment dirais-je, pertinentes dans vos pays. Par exemple, quand je conseille souvent des entrepreneurs en Afrique subsaharienne qui viennent vers moi en me disant j'ai développé cette application sur smartphone, voilà, je lui dis mais attends, dans ton pays, tu es au Bénin, Mali ou Togo, ou quel que soit le pays, excusez-moi si ce n'est pas le cas, je ne suis pas expert dans ces pays-là, mais je vais lui dire quel est le pourcentage de la population qui a un smartphone. Est-ce que faire une app sur un smartphone uniquement, ça va te permettre voilà, d'acquérir des clients, alors que clairement la majorité des gens fonctionnent encore sur feature phones, donc vous savez les Nokia ou les téléphones qui sont pas intelligents entre guillemets, c'est pas comme ça qu'on va les appeler, mais on va dire les téléphones ancienne génération. Donc, en tant qu'entrepreneur, partez de vos fondamentaux de marché de pays et à partir de ça, apportez une solution qui est crédible et qui peut être voilà, vendue au plus grand nombre. Et ça, ce sont des éléments qu'en tant qu'investisseur, on regarde d'autant plus en période de crise. Merci. Voilà, peut-être juste pour ajouter à notre niveau, en tout cas au WIC, d'abord, c'est réaliser que nos pays sont quand même résilients en matière de crise sanitaire. Nous, on a la chance de travailler au sein de Dalberg avec les centres opérationnels d'urgence certains on a aidé à mettre en place pendant et après la crise Ebola. Donc, se rendre compte que nos pays sont beaucoup de nos pays sont quand même habitués à gérer ces crises. Quand tout le monde paniquait, il y avait quand même un peu « we can do this », un peu cette attitude à travers beaucoup de pays africains. Et donc, je pense en tant qu'investisseur aussi, c'est bien se connecter et comprendre ce que les politiques sont en train de décider, ce que les institutions peuvent faire. Et garder son sang-froid, je vais dire, et le calme pour dire voilà, comment est-ce qu'on a traversé ces expériences avant et comment est-ce qu'on les a gérées, qu'est-ce qui s'est passé après. Et ça permet pour nous, en tout cas, de se dire on continue notre activité d'investissement, on continue à faire les due diligence, etc., comme on les faisait avant. Peut-être un point, c'est une recommandation aux entrepreneurs, c'est de démontrer quand même la résilience, sa propre résilience en tant qu'entreprise et comment est-ce que cette entreprise a pivoté, quand c'était nécessaire, ou s'est positionné pour prendre avantage de nouvelles opportunités. Parce que la réalité de Covid, elle peut être très triste, mais elle peut aussi être pleine de nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Aussi, on a vu certaines institutions, en tout cas, par exemple, au Sénégal, au contraire, accélérer leurs investissements, surtout pour tout ce qui est dans le digital ou la livraison ou dans le secteur de la santé pour permettre de répondre à certains aspects de la crise. Et en tant qu'investisseur, c'est l'opportunité de dire, OK, ils sont en train d'aider à construire le pipeline plus rapidement que ce n'était prévu. Donc, on verra beaucoup plus d'entreprises ou de startups qui n'auraient pas été présentes sans la COVID. Et donc, comment est-ce qu'on s'assure qu'on est en train d'en tenir compte? Donc, oui, la crise est arrivée avec ses défis.
mais la capacité des entrepreneurs à voir l'opportunité qui se présente, le marché qui est en train de complètement se transformer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de produits locaux. Ce qui ne peut pas entrer, produisons-le. On a vu, je suis aussi dans le comité environnement pour un autre fonds au Sénégal. Et ce qu'on a vu, c'est que, par exemple, ceux qui font les produits à base de céréales locales, par exemple, ou les snacks locaux, leurs ventes ont augmenté pendant la crise, plutôt que baisser parce qu'il y a certains produits qui ne pouvaient pas entrer. Donc, Covid, oui, un défi, mais moi, j'aurais mis plutôt vraiment une opportunité dans tous les sens. Une opportunité à saisir. Je pense que Tenemba nous a lâché. Madji, je vais te poser cette question. Excuse-moi, Florence, moi je suis là depuis. Elle est là. Okay. Je laisse les gens parler parce qu'apparemment, elles ont beaucoup à dire. Donc, sinon, moi, je suis là. Hein. Ok, d'accord. Bienvenue parmi nous. Donc, comme le disait Anna tout à l'heure, je pense que cette crise de Covid-19 aujourd'hui est devenue un peu la porte de sortie pour toutes ces jeunes entreprises en Afrique. Parce qu'il faut savoir qu'on vivait réellement une vraie crise avant l'arrivée. Si je prends par exemple le cas de la Guinée, avant l'arrivée de la Covid, mais c'est devenu cet effet de mode qui fait que voilà, tout le monde dit que c'est à cause de la Covid que ça ne marche pas. Maintenant, pour vous, Tenemba, aujourd'hui, la confiance, quelle place occupe ce mot dans la relation que vous entretenez avec les entrepreneurs qui font appel à vos services? La confiance est fondamentale. La confiance est fondamentale et il est important qu'on soit honnête les uns avec les autres. Avant Covid, la plupart des entreprises avec lesquelles nous travaillons avaient déjà de vrais soucis, avaient déjà des difficultés à accéder aux ressources financières, par exemple, mais aux autres ressources également. Comme je l'ai dit, pouvoir avoir des services d'un consultant de qualité pour l'aider à faire une stratégie et surtout à structurer. Parce que le problème fondamental des entreprises, c'est j'ai été coupée, c'est la conversation avec l'investisseur. C'est-à-dire que comment comprendre le langage de l'investisseur et lui proposer et quelque chose que l'investisseur comprend et dans lequel il va acheter. Je traduis de l'anglais au français directement. Et cette mauvaise communication, que Covid ou pas, est toujours là. Donc, il faut qu'on trouve des solutions à ça. Et c'est à ça qu'on travaille à MBC. Deuxièmement, et quand on parle de Covid et de pivoter le business model, etc., encore faut-il que dès le départ, le business model il soit bon. Il faut que ce soit des produits et des services qui répondent réellement à des besoins qui ont été identifiés correctement, etc. Le Covid-19 a bon dos dans beaucoup de cas, comme a dit certaines de mes collègues. Il faut faire très attention. La confiance avec les entrepreneurs, en tant que mentor et coach, je peux vous assurer que ce n'est pas très simple. La plupart ne sont pas très bien organisés. Ils n'arrivent pas à nous donner des informations, surtout financières, de qualité. Et ils ont tous, en tout cas dans la partie francophone, la conversation est très difficile par rapport au type de financement dont les entreprises ont besoin. J'ai vu une question passer, une entreprise en fonction de là où elle a besoin de financement différencié, qu'on soit homme ou femme. Maintenant, quand on est femme, c'est encore plus difficile. C'est un niveau supérieur. Donc, cette confiance, pour bien développer cette confiance entre vous et les investisseurs potentiels, il faut organiser votre entreprise. Même si vous n'avez pas enregistré l'entreprise au registre de commerce, il faut tenir une comptabilité correcte. Comme ça, quand quelqu'un comme MBC arrive, on arrive à reconstituer des états financiers, à vous aider. On a des manières, on a des auditeurs, par exemple, qui font du pro bono et qui auditent les entreprises qui n'ont pas vraiment les moyens, etc. Mais encore faut-il que les éléments soient déjà là. Donc, bien organisé, être coachable. Une chose très importante, c'est-à-dire savoir écouter et savoir entendre surtout. Et transformer cette écoute en action dans l'entreprise. Beaucoup ont des idées très arrêtées. Mon produit, il est parfait.
Voilà, et de toute façon, les gens achètent. Pourquoi vous voulez qu'on regarde? Pourquoi vous voulez qu'on fasse une étude de marché? Je connais déjà mon... Mais vous n'arrivez pas à vendre. Vous vendez, les ventes sont sont plafonnées. Donc, il faut chercher à savoir pourquoi. Je dis tout ça parce que ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons tous les jours. Nous travaillons avec les entrepreneurs. Parce qu'il y a plusieurs niveaux ici. Il y a le niveau de l'entrepreneur, le niveau des investisseurs, et encore dans les investisseurs, vous avez plusieurs types d'investisseurs, et chacun d'entre eux regarde quelque chose de spécifique. Donc, pour la confiance, bien s'organiser. Et la meilleure manière pour une entreprise, par exemple, qui démarre, c'est de faire partie d'un écosystème. Dans tous nos pays, il y a des écosystèmes qui ne sont pas parfaits. Il y a des incubateurs, il y a des accélérateurs, il y a des hubs. Trouvez un écosystème où vous êtes à l'aise, installez-vous et demandez l'aide et recevez l'aide dont vous avez besoin. Parce que au départ, vous êtes seul. Donc, vous avez besoin de soutien. Donc, rejoignez un écosystème qui va vous aider à créer, à structurer et à être dans les starting blocks quand vous allez commencer à parler avec les investisseurs. La confiance naît de là. En tant qu'investisseur, si je n'arrive pas à faire confiance à vos chiffres, je ne vous appellerai pas. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Là, on va devoir juste attirer l'attention. Je pense que c'est un moment, je voudrais juste, pardon, si je peux ajouter. Juste Anna, dire que le temps, si on peut arriver à gérer le temps, pour qu'on puisse être dans le temps. Donc, on va essayer de répondre de façon brève, de sorte qu'on puisse laisser après, on puisse regarder les questionnaires un peu pertinents des participants. Juste attirer votre attention. Merci. Merci Florence. Anna voulait dire quelque chose? Non, je voulais juste dire aux entrepreneurs qu'effectivement, il y a des erreurs non pardonnables, entre guillemets, du point de vue des investisseurs. Et donc, par exemple, ma prédécesseur mentionnait le fait qu'il faut quand même un petit peu connaître ces chiffres, que les chiffres soient un peu propres. De la même façon, par exemple, si vous êtes une société agricole et que vous êtes censé vendre des bananes et que je vous pose des questions sur les différents types de bananes, comment les vendre, quel marché, etc., que vous ne savez pas répondre, là, c'est clairement éliminatoire. Mais si vos états financiers ne sont pas très clairs, c'est quelque chose que je pourrais potentiellement pardonner en me disant cette personne n'a pas de profil académique en finance, ne maîtrise pas nécessairement tout. Mais à l'inverse, si par exemple votre société est une société financière où vous aidez à gérer je ne sais pas, les économies de votre village, et que là, par exemple, je vous pose une question sur vos chiffres et que c'est mal organisé, là, pour le coup, je vous dirais, non, très clairement, c'est un problème de due diligence fondamental, il y a un élément crucial de votre entreprise que vous ne maîtrisez pas. Donc, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment vous concentrer sur vos bases. Quels sont les non négociables que vous devez bien maîtriser au niveau de votre entreprise et les sujets sur lesquels vous êtes un peu plus faible, que vous pouvez mentionner à l'investisseur en disant justement à l'investisseur, j'aurais besoin d'aide sur tel aspect pour la finance, j'aurais besoin d'aide au niveau de l'acquisition de clients, etc. Il faut que vous soyez très clair là-dessus en tant qu'entrepreneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Je note que la confiance est un élément très essentiel et que vous avez pris toutes les dispositions, ça vous permet de mesurer les risques et tout. Ma question va s'adresser à Maïdi. Est-ce que aujourd'hui les risques ont les mêmes connotations pendant cette période de coronavirus et avant? Comment est-ce qu'on peut vous arriver à mesurer les risques, surtout particulièrement pour cette période-ci? Florent, je ne sais pas comment gérer les risques, c'est bien ça? Oui. Comment vous arrivez à maîtriser? Est-ce que la connotation des risques, est-ce que on peut vous arriver quand même à, dans votre métier d'investissement, comme je peux répondre, je peux poser la question, dans votre cadre, est-ce que vous arrivez à maîtriser les risques parce que les risques de maintenant sont beaucoup plus énormes que les risques avant. Et il y a un besoin qui existe. Là, par exemple, quand je vous écoute bien, c'est que aujourd'hui, les structures qui sont plus dans la tech sont beaucoup plus porteurs, alors que les autres structures sont moins porteurs. Pourtant, il y a le besoin qui existe. Comment est-ce que vous arrivez quand même
pour des structures qui ne sont pas porteurs, mais qui ont peut-être un besoin pour pouvoir se relancer? Comment vous arrivez à mesurer ces risques? Alors, la question me fait sourire un peu et c'est une particularité, je trouve, du monde francophone, que moi je critique beaucoup. Du fait que, par exemple, pour monter un fonds, c'est extrêmement compliqué. Vous êtes en Afrique de l'Ouest, on a toutes les règles qui viennent de la Banque centrale dans le cadre de l'UEMOA, par exemple, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Monter un fonds est très complexe. Il faut avoir discuté avec un tas d'acteurs qui gèrent le risque. Et quand on compare à certains pays ou certaines sous-régions, parfois on est un peu frustré pour dire pourquoi ça n'avance pas aussi vite, pourquoi il faut tellement d'acteurs qui doivent valider X ou Y. Et bien là, c'est pas mal. Quand il y a des crises comme ça, on voit que quelqu'un a quand même aidé à gérer ce risque en faisant que la possibilité de monter un fonds suit un processus très structuré, tout est vérifié, revérifié, etc. Et pour protéger aussi les personnes qui font partie de ce genre de fonds. Donc, je pense qu'il y a déjà notre environnement qui gère beaucoup, parfois un peu trop. Je pense qu'on peut quand même réduire les facilités pour que plus de fonds et de mécanismes puissent se mettre en place. Donc, on profite de ces éléments-là. Mais on prend également avantage de beaucoup de mécanismes. Comme dit, le monde se fait en apprenant des méthodes d'ailleurs, etc. Pour nous, c'est co-investir. Donc, même la manière dont le capital est structuré, on n'investit pas seul. Il y a l'association qui investit, il y a les personnes en tant qu'individus qui investissent, il y a les institutionnels qui investissent. Donc, on diversifie ce risque. Et on reçoit également des fonds pour les First Loss Funds, donc ceux qui aident à protéger. Donc, je ne vais pas rentrer dans le côté technique de tout cela, mais c'est diversifier les sources de financement, se partager le risque. Et je pense qu'à cause de notre environnement qui a tellement l'habitude de voir le risque, et le gère un peu trop, c'est un peu trop bien parfois. Peut-être ça entrave, mais dans ce cas-là, ça peut beaucoup nous aider. Donc, pour moi, c'est vraiment à ce niveau-là, on est formel, on est institutionnalisé et on suit ce qui nous est demandé par les différentes autorités avec lesquelles nous travaillons. Merci beaucoup, Madji. Anna, la question te revient. Il y a tout à l'heure Tenemba qui parlait des secteurs aujourd'hui dans lesquels on peut investir, notamment l'éducation, la santé, l'alimentation. Pour vous aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres secteurs moins risqués et plus garantis pour l'investissement en Afrique actuellement? Et pourquoi? Non, voilà, je pense que ces secteurs sont déjà de bons exemples. Mais pour répondre à la question, il faut bien comprendre que chaque investisseur est très différent. Chaque investisseur a une expertise de secteur qui est différente, a des expériences d'investissement différentes. Et par exemple, moi, j'apprécie réellement investir dans le secteur financier, éducation, par exemple, alors que d'autres investisseurs vous diront je ne touche absolument pas au secteur financier. Donc, il est important pour l'entrepreneur d'effectuer lui-même une due diligence en fait sur l'investisseur ou le groupe d'investissement qu'il a en tête, de regarder quels sont les types d'investissements d'entrepreneurs avec lesquels la société a travaillé dans le passé pour s'assurer qu'il y ait une potentielle combinaison qui soit possible et envisageable. D'accord, merci beaucoup. Une question pour Madji cette fois, Florence. Ton micro est coupé. Okay. Merci, Fanta. C'est une question d'habitude sur vous. Alors, là, aujourd'hui, c'est une rencontre de femmes et beaucoup de femmes qui nous suivent se posent beaucoup de questions. Comment accéder au financement dans cette période? Aujourd'hui, on a tendance à vouloir avoir un financement pour rebooster nos activités. Et il y a beaucoup de femmes qui ont cette question-là, qui se disent comment est-ce que je peux faire pour rebooster? Là, aujourd'hui, la question va s'adresser à Anna et à Madji. Comment est-ce qu'on peut, avec vous, avoir un financement pour rebooster notre activité?
Pour moi, c'est d'abord se rapprocher de nous. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup de femmes sont en fait très timides pour dire j'ai un projet et où ont le sentiment que tout doit être fin prêt, parfait avant de se rapprocher de l'investisseur, alors que parfois la conversation prend du temps. Cet engagement avec l'investisseur potentiel, c'est un cheminement. Donc, il faut commencer la conversation et se rapprocher, ne pas nécessairement attendre. Donc, ça, c'est un point important. L'autre, c'est ne pas nécessairement se rapprocher en disant c'est juste pour de l'argent. Rester ouvert. Parfois, on se rapproche d'un investisseur et l'investisseur dit il y a d'autres points qui doivent être pris en compte, qui doivent être retravaillés, repensés. Et donc, ne pas hésiter à faire ce cheminement. Le premier investissement que We Capital a fait, Evelyne Dior, qui est notre directrice exécutive, a travaillé avec eux pendant 1 an. Et quand elles ont reçu le financement, elles ont célébré le fait qu'il y ait eu quelqu'un qui ait cru en elles pendant 1 an, qui les ait encouragées, qui les a beaucoup appuyées, sans pour autant avoir sorti un seul euro. Donc, recherchez un peu ce networking, cet appui. Quelqu'un qui soit votre champion, qui vous encourage. L'entrepreneuriat, c'est dur. Vous le savez, c'est très, très dur et parfois, on a juste besoin de ce mot positif pour qu'on continue à s'approcher et à faire le nécessaire. Mais entrez-y comme une conversation. Pour des structures comme le WIC, nous, c'est ce qui était important, c'est qu'on veut rentrer dans un dialogue avec ces femmes pour mieux comprendre. On n'a pas limité les secteurs, on s'est dit parce que y a des secteurs peut-être qui vont émerger, on ne veut pas les avoir loupés. Donc, en tant que femme, n'hésitez pas à prendre à tâche, entamer la conversation et ne pas être timide ou se dire il faut que j'ai fait X, Y, Z avant de pouvoir me lancer. Je voudrais ajouter sur ce point, vous êtes déjà à la base entrepreneur, encore une fois que vous soyez homme ou femme. Donc, par définition, vous devez être capable de diriger votre entreprise, de rechercher des financements et d'être suffisamment mature trouver les bonnes personnes avec lesquelles interagir. Et donc, moi, je veux même idéalement qu'on enlève du vocabulaire les mots « les femmes sont ». C'est un vocabulaire qui est infantilisant. Il faut aussi que les femmes entrepreneuses se reprennent en main. Et par exemple, de mon côté, j'anime une émission de levée de fonds pour start-up. Donc depuis 3 mois, qui s'appelle The Nest en Afrique francophone. Et je dois avouer que je suis toujours surprise du manque de candidatures de femmes entrepreneuses. Sachant que nous donnons l'opportunité à tous les entrepreneurs, il suffit d'envoyer un dossier, de nous contacter sur LinkedIn ou sur le site internet et les femmes entrepreneuses ne sont juste pas là. Donc, je pense qu'à un moment, oui, il y a des obstacles que les femmes entrepreneuses rencontrent, certes, mais il y a un moment aussi, il faut se remettre en question, arrêter de se cacher un petit peu derrière timidité ou soi-disant des traits de personnalité qui seraient soi-disant plus ou moins féminins. Et il faut savoir se prendre en main. Merci beaucoup Anna. Dernière question pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je te rejoins complètement sur ce point de l'étiquette femme entrepreneuse. Et en tant qu'investisseuse aujourd'hui, est-ce que ton organisation offre des services autres que le financement aux entreprises, c'est-à-dire le support opérationnel, le mentorat, etc. La question est pour moi? Oui, c'était pour toi. Je demandais, est-ce que oui, tout à fait. Là, je rejoins complètement ce que l'une de mes panélistes a mentionné. Je travaille, je conseille de manière d'ailleurs informelle beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui, au bout de 5 minutes, lors de l'appel de présentation, vont me dire « Ah, mais Anna, j'ai besoin de 100 000 € pour faire ci. » Et puis finalement, vous discutez de l'entreprise, etc. Et au bout d'une demi-heure de conversation, l'entrepreneur s'aperçoit lui-même « Ah non, en fait, je n'ai pas besoin d'argent, j'ai juste besoin de trouver 2 ou 3 clients et ça ne demande pas d'argent, ça demande juste que je passe des coups de fil, que je participe à des webinaires qui sont gratuits où je peux essayer de me faire remarquer et trouver des clients potentiels, que j'utilise mon réseau. Enfin, voilà, quand un entrepreneur vient me voir et me dit j'ai besoin de 10 000 € pour du marketing, non, pas besoin de 10 000 € de marketing en Facebook Ads ou Google Ads, des publicités qui coûtent très cher, qui ne sont pas forcément efficaces. Il faut essayer de réfléchir de manière beaucoup plus créative et par exemple, je présente souvent
directement des entrepreneurs à d'autres entrepreneurs quand je vois qu'il y a des synergies entre les entreprises je présente des entrepreneurs à des clients potentiels, etc. Il y a beaucoup de choses qu'un investisseur ange peut faire pour vous, indépendamment de fournir du capital. Et d'ailleurs, je déteste investir. J'ai remarqué dans ma carrière personnelle, les entreprises dans lesquelles j'ai mis le plus d'argent financièrement sont les entreprises qui performent le moins bien. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on est rattrapé par le temps. Pour nos trois invités, un dernier conseil ou mot d'encouragement pour tous ces jeunes entrepreneurs qui nous suivent aujourd'hui. Ne doutez pas de vous. J'ai remarqué quand même dans ma pratique ces 2 dernières années que les entrepreneuses ont tendance à plus se poser de questions que les hommes entrepreneurs, que ce soit des questions est-ce que je suis crédible, est-ce que il y a des problématiques de conflit d'intérêts, est-ce que non. Arrêtez de vous poser des questions. Vous avez le droit d'être entrepreneuse. Vous êtes aussi qualifiée que les hommes, voire même plus. Donc, vous allez, vous allez dans les champs, vous allez sur les marchés, vous allez dans la ville, vous battez pour votre entreprise sans scrupule, avec votre couteau et avec toute votre force naturelle et vous allez vous en sortir tout aussi bien. Merci. Tenemba? Alors, un dernier mot. Votre premier investisseur, ce ne sera pas de l'argent, comme a dit Anna, ce sera une personne, un mentor, un coach. Et malheureusement, les entrepreneurs ont tendance à ne pas donner une valeur à ces services-là. Sinon, votre premier investisseur, après vous-même, évidemment, ce sera la personne, comme a dit Anna, la personne qui va devenir votre championne. Trouvez-la, trouvez le mentor. On a besoin de plusieurs types de mentors. À partir du moment où vous trouverez quelqu'un, un mentor ou un coach, vous serez moins seul. Je reviens là-dessus. L'une des choses que les femmes craignent, en fait, c'est le fait d'être seul. Nous sommes nous aimons travailler en groupe, évoluer avec d'autres personnes, mais il faut trouver là où les personnes qui vont être votre soutien pour cette période, surtout au démarrage, qui est très difficile. Et vraiment, si vous pouvez trouver un écosystème, incubateur, accélérateur, je reviens là-dessus, c'est fondamental parce que c'est pas seulement la technicité, c'est votre capacité à résister, à être résiliente parce que le parcours d'entrepreneur est très difficile. Moi, je le dis toujours, ça choque les gens, mais c'est très difficile. Si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas le bon soutien, ça va être compliqué. Voilà. Alors, je vais plonger parfaitement aligné avec les autres, donc de s'accrocher, de bosser dur. Peut-être ce que je vais rajouter, c'est n'ayez pas peur de tomber. N'ayez pas peur de tomber. Parfois, on lance des choses, on se donne à 100%, ça ne marche pas. Eh bien, on aura appris tellement de choses qui permettent de mieux faire la prochaine fois. On a juste tendance à entendre les réussites, ce qui a marché. Parfois, j'aime beaucoup, parfois j'entends les gens dire « Ah, c'est la main qui si tu t'impliques, ça va marcher. » J'ai dit « Mais il y a une longue liste de choses, d'autres choses que j'ai essayées qui n'ont pas marché. J'ai appris, je me suis relevée et j'ai essayé autre chose. » Donc, on a un peu trop peur de tomber ou de dire « Ah, c'est telle personne qui a fait telle entreprise, ça n'avait pas marché. » Eh bien, il y a eu un apprentissage, il y a eu une histoire à raconter et ça renforce, c'est tout. Donc, n'ayons pas peur de lancer, d'essayer, ça ne marche pas, on réessaye, on passe à d'autres idées jusqu'à ce que ce soit la bonne initiative qui marche. Donc, pour moi, c'est ça. Ok, merci. Fanta? Fanta? Je voudrais dire merci à tous les conseils que vous avez, qui sont très riches. J'avoue que moi, en tant qu'entrepreneur, ce sont des conseils qui m'ont fait du bien.
parce que être entrepreneur, c'est un parcours de combattant. Et recevoir, disons, nous, des femmes qui ont une expérience très avancée, nous donne de l'assurance dans ce que j'ai commencé et dans l'aventure que j'espère pouvoir évoluer et effectuer. Vraiment, merci déjà pour tous vos conseils que vous me donnez. Fanta, est-ce que tu as des questions venant des participants? Oui, on a des questions. J'étais en train de me remercier, mais mon micro était coupé, je savais pas. Ah, d'accord. Okay. Vu que je n'ai pas de vidéo, donc je ne savais pas que je parlais toute seule pendant longtemps. Donc, j'étais en train de remercier. Je suis en train de remercier nos invités pour ces belles interventions et également leur dire qu'on avait fini avec la première partie. On va passer à la seconde partie, celle de répondre aux questions des participants et participantes. On a reçu beaucoup de questions. On ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc, au hasard, on a choisi quelques questions. Donc, la première question, ça sera pour j'oublie son nom, Tenemba. On dit bonsoir Tenemba. Comment faire pour profiter de votre expérience en tant qu'incubateur de start-up? Ça vient des participants. Ah, ok. Je pense que les organisateurs pourront vous donner mon email et vous pourrez me contacter directement et avoir cette première discussion. Donc, comme je suis, comment dirais-je, je voyage beaucoup sur l'Afrique de l'Ouest et si j'ai la chance d'être dans le pays, vous êtes, on pourra même se voir physiquement. Mais je suis prête à coacher, mentorer et éventuellement guider. Pas de souci. Vous pouvez leur donner mon email. D'accord, merci beaucoup. On va partager ça après. La deuxième question, c'est est-ce que le marché africain est prêt pour que tout soit digitalisé? Est-ce que le monde de l'investissement n'est pas trop focalisé sur le digital? C'est une question qui vient. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est une question. Je suis tout à fait d'accord. Parce que nous investissons beaucoup dans l'agriculture et l'agroalimentaire. On ne peut pas tout digitaliser, malheureusement, numéro un. Deuxièmement, le digital n'est accessible qu'à peut-être 1% ou dans des pays comme l'Afrique du Sud à un plus grand pourcentage de personnes. Donc, les solutions, les business models qui sont que digitaux, ça ne marche pas. Et en plus, je vais ajouter, quand vous faites une application, l'utilisateur doit pouvoir l'utiliser. Anna l'a dit, c'est clair. Mais en plus, si votre application ne solutionne pas de problème, mais vous avez fait copier-coller de Silicon Valley ou d'ailleurs, on est dans de sérieux problèmes. En AgTech, ça n'en finit pas. C'est des applications qui ne servent pas à grand-chose parce qu'on ne peut pas les utiliser. Donc, le digital, c'est bien pour certains marchés, pour certains produits, pour certains secteurs. Mais même dans l'éducation, tout le monde se rue sur le e-education. Les gens n'ont même pas l'électricité. Dans certains pays, 80% des personnes n'ont pas l'électricité. Ils vont faire de l'école digitale comment? Donc, il faut être réaliste, adapter les solutions au marché. Merci beaucoup. Anna voulait dire quelque chose? Non, complètement d'accord avec ma collègue Tenemba. Et j'ajouterais, mais encore une fois, tous les investisseurs sont différents, mais j'ajouterais que pour ma part, je ne recherche jamais l'innovation pour l'innovation. Donc, c'est pas parce qu'un entrepreneur va venir me voir avec un brevet et un truc complètement tech et personne n'a fait ça auparavant que forcément, c'est la meilleure entreprise de l'année. Non, à la limite, je préfère investir dans un entrepreneur qui utilise une solution qui a déjà fait ses preuves et dans lesquelles il n'y a aucun risque technologique, mais un entrepreneur qui va avoir ce que j'appelle un avantage compétitif. Et c'est vraiment le concept d'avantage compétitif qui peut être lié à la technologie, mais qui n'a pas besoin d'être lié à la technologie, qui est le plus important. Et donc, entre un entrepreneur qui a un brevet et rien d'autre, pas de client, pas de société, et un entrepreneur qui va me dire, voilà, moi, je vends tel produit, mais j'ai négocié un contrat d'exclusivité avec BMW, Volkswagen pendant 10 ans, ce qui m'assure des revenus de 10 millions d'euros pour les 10 prochaines années et j'ai juste besoin de 100 000 euros pour le premier ordre, évidemment,
voilà, vous voyez quelle entreprise est la plus attirante. Et je pense que les entrepreneurs en Afrique doivent beaucoup plus se concentrer sur éléments avantages compétitifs, en phase avec les réalités de leur marché, plutôt que de rechercher l'innovation pour rechercher l'innovation le digital, alors que ce n'est pas forcément pertinent pour nous. Ou en tout cas, pas dans tous les secteurs. D'accord. Merci beaucoup. Bon, ça, c'est une autre question qui vient du public. Je pense que cette fois, ce sera Magdi qui va répondre. Quelles sont les opportunités d'investissement pour les compagnies qui sont early stage, toujours dans la conception du projet? Alors, c'est l'avantage, en tout cas, nous, on s'est positionné également à ce niveau-là. Donc, on investit dans le early stage, mais ce sera peut-être des plus petits montants, des plus petits tickets pour pouvoir accompagner. Mais comme je pense les autres l'ont dit, même au early stage ne veut pas dire j'ai rien fait du tout. Il faut Voilà. à démontrer qu'on a un client ou vraiment qu'on a fait l'effort ou que le client est proche ou voilà, early stage ne veut pas dire zéro. Il faut toujours tout faire pour démontrer du revenu. D'accord. Voilà. Juste pour le public, je pense qu'on va avoir 5 à 10 minutes complémentaires pour pouvoir répondre aux questions parce que les questions sont très intéressantes. Si vous êtes restés. Une autre question question de l'enregistration. Comment convaincre les investisseurs? Ça vient du public. Question de l'enregistration. Comment convaincre les investisseurs? C'est quoi l'enregistration? Je ne sais pas ce que la personne veut. Bon, on va prendre une autre question. Bonjour, merci pour ce webinaire. Je suis une femme entrepreneuse. Je suis dans la fabrication de produits cosmétiques. J'aimerais savoir comment avoir un accompagnement financier ou même des formations business plan pour le bon fonctionnement de nos entreprises. Dans quel pays est-elle basée? Elle n'a pas précisé. Bah, c'est la première question à se poser. Je veux dire, l'écosystème n'a rien à voir avec l'écosystème de Côte d'Ivoire. Donc, il y a de plus en plus d'écosystèmes qui sont transversaux et dans toute la région. Mais c'est déjà la première question à se poser. Et si, par exemple, vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous me dites « Oh, je ne connais pas de structure qui peut m'aider », j'ai envie de dire bah, il suffit de prendre Google et vous tapez accélérateur incubateur Abidjan. Il y a 10 000 entités qui vont apparaître. Donc, vous ne faites pas suffisamment de travail en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse. Si par contre, vous me dites que vous êtes au fin fond je ne sais pas, l'Éthiopie encore, non, l'Éthiopie commence à avoir des incubateurs, mais au fin fond de je ne sais quel pays, même pas. Même au Congo, en RDC, on a plein d'incubateurs. Les écosystèmes grandissent. Voilà. Cette question me fait un peu... Bon, comment se présenter à un investisseur avec qui on ne partage pas la même langue? Autrement dit, comment séduire un investisseur anglo-saxon lorsqu'on est un entrepreneur francophone? Bah là, ça va être un petit peu difficile malheureusement. C'est pour ça que l'Afrique francophone, je pense, est un petit peu en retard par rapport à l'écosystème anglophone, puisqu'évidemment, l'anglais reste la langue d'affaires. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on se concentre en Afrique francophone à mobiliser le capital des investisseurs francophones également. Moi, clairement, en tant qu'investisseur, je ne parle pas chinois. S'il y a un entrepreneur chinois qui tape à ma porte, bah évidemment, j'investirai jamais dans son entreprise, même si, bon, peut-être qu'avec ses signes et tout, il aura l'air intéressant, mais voilà, la barrière de la langue reste quand même fondamentale, malheureusement. Mais Anna, il y a pas une question culturelle qui revient parce qu'on sait que l'investissement avec la culture anglophone et la culture francophone sont un peu différentes. Tout à l'heure, je ne sais pas, une des Anglais qui parlait de ça, c'était Adi, je pense, qui disait que du côté des francophones, il y a assez de paperasse à gérer, il y a assez de personnes qui doivent intervenir, alors que de l'autre côté, c'est un peu plus simple. Est-ce que je peux intervenir juste un peu? Oui, vous pouvez aller. Vraiment, moi, personnellement, cette histoire de francophone, anglophone, ça commence, excusez-moi, à me casser les pieds. Ok. Je vous explique. Quand on parle de culture anglophone et de culture francophone, aussi, c'est un problème parce que quand on regarde, en fait, la sociologie de nos pays, un Ghanéen et un Ivoirien, un Ghanéen qui est baoulé un Ivoirien qui est baoulé et un Ghanéen qui est Ashanti, ils parlent la même langue, ils ont la même culture entrepreneuriale, soit dit en passant. On met à côté la langue française et anglaise parce que ce ne sont pas nos langues. Et je crois qu'il y a un problème fondamental à ce niveau. Deuxièmement, au niveau des pays francophones, excusez-moi, mettez-vous à l'anglais, je vous en prie. Il ne faut pas écouter Anna, hein, parce que les investisseurs francophones, etc., même eux, assis à Paris, là-bas, ils font leurs transactions en anglais, parce que leurs investisseurs à eux aussi travaillent en anglais.
C'est ça la réalité du moment. Soit vous vous mettez à l'anglais, ou vous avez, comme je l'ai dit, je reviens là-dessus, vous avez un intermédiaire qui a la capacité de vous représenter, de travailler avec vous et qui parle les deux langues ou les trois langues. À MBC Africa, il y a français, anglais, espagnol et portugais. Parce que malheureusement, en Afrique, nous avons été colonisés par tous ces pays-là. Les Portugais, les Anglais, les machins. Donc, à un moment donné, même les intermédiaires, il va falloir qu'on enlève cette fausse barrière parce que ça devient une barrière. Pour moi, c'est une fausse barrière. On peut l'enlever de plusieurs manières. Mais mettez-vous à l'anglais, ce serait pas mal. Merci Tenamba. Et aussi, il faut rappeler qu'il y a Google Translate. Ça aide beaucoup à l'écrit, en tout cas, pour l'échange de documents. On va prendre une dernière question. Ça vient toujours du public. Quelle est la meilleure forme d'investissement qu'une jeune entreprise naissante peut favoriser? Dette, capital, equity. Tout dépend de la structure de croissance de votre entreprise. En tant qu'entrepreneur, est-ce que vous voulez vendre des actions dans votre société ou pas? Tout dépend de ce que l'investisseur recherche. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération, malheureusement. Négociation entre l'entrepreneur et l'investisseur. Mais si je regarde les trois instruments financiers principaux récemment utilisés dans le marché des anges investisseurs, en tout cas dans mon expérience, donc il y a soit l'investissement effectivement en equity, et donc en actions propres, et donc l'investisseur ange va prendre en général entre 5 à, on va dire, 20%. Et en général, quand un investisseur ange fait ça, c'est parce qu'il a vraiment une grande conviction sur l'équipe dirigeante, sur la capacité de la start-up ou de la petite entreprise à croître et à être revendue à un très bon prix. Donc ça, c'est la structure numéro 1. La structure numéro 2, c'est ce qu'on va appeler dans les pays anglo-saxons un SAFE. Je pense que l'équivalent en français, ce sont promesses, je ne sais même pas comment dire en français, mais en gros, c'est une dette que l'investisseur va mettre dans l'entreprise et qui sera convertie en actions. L'entrepreneur effectuera une autre convertible. Voilà. Et le troisième outil, ce sont les convertibles. Les convertibles, c'est de la dette. Et je pense que ça, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé en période de crise parce qu'un convertible est traité comme de la dette jusqu'au moment où l'instrument est converti en action. Donc, on peut se dire que pendant 2 ans, par exemple, le convertible sera en dette et en général, on va dire pendant 6 mois, 1 an, l'entrepreneur n'est pas censé rembourser cette dette. Et au bout de 6 mois, 1 an, la période de grâce est terminée et donc du coup, l'entrepreneur va commencer à rembourser les intérêts et une partie du principal potentiellement. Et au bout de 2 ans, quand l'entreprise est beaucoup plus mature et qu'il est possible de valoriser l'entreprise en se basant sur des chiffres d'affaires ou des ratios de rentabilité quantifiables, à ce moment-là, l'entrepreneur en main avec l'investisseur peuvent décider de convertir la participation en action. Et donc là, vous repassez dans un scénario d'investisseur en action. Ça, ce sont les 3 outils que je vois actuellement dans le marché, mais encore une fois, voilà, il faut négocier avec l'investisseur et voir quelle est la solution optimale et pour l'entrepreneur et pour l'investisseur. Anna, tu as juste mis quand tu as dit négocier avec l'investisseur. Je vous encourage aussi à challenger les investisseurs, surtout ceux avec lesquels vous avez entamé une conversation et vous avez ce type de relation. Il y a une grande ouverture en ce moment à aussi développer des produits qui sont pertinents par rapport à nos marchés, la manière dont les marchés financiers sont structurés. Aujourd'hui, par exemple, on regarde le secteur informel dans certains pays, ils ont construit des modèles de financement, de partenariat et autres qui sont exceptionnels. Partant des réalités. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos pays, on ne parle plus de formaliser ou forcer la formalisation, mais plutôt comment est-ce qu'on continue à renforcer ce genre de financement qui partent de nos réalités. Donc aussi, engagez-vous avec vos investisseurs pour co-construire, pour réfléchir ensemble. On a tendance à prendre ce qui vient d'ailleurs et faire du copier-coller et ajuster. Et après, on se rend compte, ça ne marche pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité. Donc, n'hésitez pas à co-construire avec vos investisseurs. Merci beaucoup. Je pense que vous allez être envahis après cette session parce qu'il y a beaucoup qui demandent les adresses mail, qui ont besoin de financement. J'imagine la suite. Donc, je pense que c'est fini pour la séance. Je vais passer la parole à David qui va essayer de clôturer cette session. Merci à toutes pour vos participations. Merci beaucoup.
Merci infiniment, Fanta. Je n'ai qu'un mot, c'est waouh! C'était très intéressant. Je serais bien resté 1 heure de plus et je pense que beaucoup de gens aussi, au vu des questions et des flots d'informations qui sont nécessaires. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier et vous féliciter pour tous ces éclairages sur un sujet qui est très demandé, mais qui peut aussi être parfois très technique. Et je ne peux qu'encourager ceux qui souhaitent revoir ou se réimprégner de vos bons conseils que d'aller sur le site de l'AIE Community. On va poster cette vidéo et il y a plein d'adresses qui ont été partagées d'incubateurs, d'accélérateurs, tech hubs et autres, Innovation Lab et autres je dirais, initiatives qui existent sur le continent africain. En tout cas, de notre côté, c'est clair qu'il y a des messages clés. Je ne vais pas les répéter, mais si je devais en retenir peut-être un seul, c'est faites en sorte de proposer au marché un produit ou un service qui a du sens, qui répond à une attente du marché, et pas forcément se concentrer sur quelque chose de joli qu'on aime bien et qui est même parfois digital, mais qui ne sert pas à grand-chose. Donc déjà, peut-être, ça c'est un message clé pour les entrepreneurs en herbe qui sont aussi en ligne. Donc, moi, je tenais vraiment à remercier de nouveau Anna, Madji, Tenemba, Florence, Fanta, vous avez fait un job formidable. C'était un débat avec une très haute tenue. Aussi, remercier nos collègues de SheTrades et de Aban pour nous avoir aussi facilité la tâche dans l'organisation de ce webinaire. Et puis aussi les équipes, Claire, Jenny, Yang, qui ont affiné leur talent francophone, leur français. Elles ont progressé aussi dans cet exercice dans la langue française, donc c'est une bonne chose. Et puis, juste vous dire, donc, c'est un webinaire qui s'inscrit dans une série. Donc, il y en a un prochainement qui va être organisé. Alors, je me tourne vers mes collègues. Je crois que la date, c'est quelque part fin septembre. Il y a peut-être un slide qui va apparaître au bout d'un moment. Je crois que c'est attendez, Claire, à la magie de l'Internet. Voilà, le 30 septembre, vous l'avez devant vous. Donc là, il s'agit donc toujours de se focus sur l'entrepreneuriat jeune en Afrique et avec un focus sur les investisseurs également. Donc, comment faire en sorte de lier les deux comme on l'a vu un peu aujourd'hui. Ce sera un webinaire en anglais cette fois-ci. On va repasser sur l'anglais. Mais je ne désespère pas de réorganiser des choses en français. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter et je pense que tout le monde aussi. Encore un gros bravo à nos panélistes, à nos modératrices et un grand merci pour vos questions et votre attention. Et puis, on vous donne rendez-vous le 30 septembre. Voilà. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Au revoir à toutes. Je ne sais pas si on peut prendre une photo, quelque chose, non? Une capture d'écran ou… Et chacun va faire un beau sourire. Voilà, avec un grand sourire. Peut-être on peut mettre la vidéo. On active les photos, tout ça. Anna et le digital. Oui, j'ai fait. J'ai fait. Merci. Bye. OK, bye. Merci beaucoup. Bye bye. Merci.